chers élèves, chers candidats. Je suis Monsieur Bakeloka Ghislain Carlos, professeur de philosophie. Aujourd'hui, nous continuons notre cours que nous avions abordé, commencé la fois dernière, concernant le thème 6, l'État et le pouvoir politique, où nous avions abordé l'introduction générale. Nous avions vu aussi la première leçon concernant les définitions des concepts de l'État, la nation et la patrie. Et on avait fini par la première partie de la leçon concernant les théories de l'État, où nous avions vu que l'État est un arbitre social avec Spinoza et Hegel. Les deux auteurs nous prouvent que l'État est établi, institué pour travailler afin que les citoyens ou les membres de la communauté dans laquelle il exerce son autorité soient libres, soient en paix, soient heureux. Donc l'État, selon Spinoza et Hegel, est un juge qui régule le jeu social et c'est lui qui garantit l'harmonie entre les membres de la communauté ou entre les citoyens. Si nous voulons la paix, il faut la présence de l'État. Si nous voulons l'harmonie, si nous voulons le développement, l'émancipation, il faut compter sur l'État. Donc, le vrai gage de la sécurité et de la liberté du citoyen, c'est l'État. Donc, ici, nous allons continuer, ici et maintenant, la suite de la leçon 2 sur les théories de l'État. Et précisément aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième aspect. Si au premier aspect, l'État était considéré comme un arbitre social, au deuxième aspect, nous allons voir en quoi l'État est-il pris pour un instrument de domination, et puis pourquoi pense-t-on que l'État est aussi un instrument d'aliénation? Et que veut dire instrument de domination? Ici, ça veut dire que l'État est un appareil qui travaille pour dissoudre les libertés des citoyens. L'État est un instrument qui est au service de ceux qui dirigent et non au service du peuple. Donc, l'État, instrument de domination, veut dire que l'État travaille pour la perte, pour la difficulté des citoyens. Au lieu que l'État facilite la tâche aux citoyens, au lieu que l'État travaille pour l'harmonie des citoyens, au lieu que l'État travaille pour le bien des citoyens, pour le bien-être des citoyens, l'État agit en sens contraire. L'État, au contraire, vient démolir tous les efforts de paix, tous les efforts de construction, tous les efforts de développement de la société au profit de certains dirigeants. Donc l'État est un instrument de domination selon Karl Marx et Lénine, qui vont nous démontrer que l'État n'est pas toujours là pour le bien du peuple. L'État ne travaille pas toujours pour l'harmonie sociale. L'État n'est pas toujours là pour aider, pour sécuriser, pour libérer, pour faire en sorte que l'homme se sente bien, se sente à l'aise dans la société. Donc, selon les théories liées à l'État présenté comme instrument de domination, mais aussi l'État présenté comme instrument d'aliénation, l'État a une nature destructeur. L'État a un rôle négatif. L'État n'a pas une bonne vision. L'État, finalement, travaille pour la destruction de la société, au lieu de travailler pour la construction de la société. Bref, donc les théories liées à la négation de l'État, les théories liées à la critique de l'État se trouvent regroupées d'une façon ou d'une autre dans les propos développés par Marx, Lénine, Stirner et Bakounine. Mais en fait,
ici, dans la deuxième catégorie de théories où on dit l'État est un instrument de domination et un instrument d'aliénation, cette théorie ou ces théories représentent les théories ou les visions ou encore les conceptions critiques de l'État. Les conceptions critiques de l'État. C'est-à-dire les pensées selon lesquelles l'État ne peut jamais amener l'homme ou la société au bien-être, au bonheur. L'État ne peut jamais satisfaire les citoyens. Donc, selon les partisans ou les défenseurs de la théorie qui présente l'État comme un instrument de domination et comme un instrument d'aliénation, l'État n'a qu'un rôle dévastateur. L'État n'a pas une bonne nature. L'État n'a pas une valeur positive. L'État ne travaille jamais pour les citoyens ou pour le bien-être des citoyens. Contrairement à la théorie selon laquelle l'État est un arbitre social qui représente la théorie classique, qui représente les théories classiques de l'État. Les théories selon lesquelles l'État est institué pour le bien-être des citoyens. L'État travaille toujours pour le bonheur des citoyens. L'État ne peut jamais détruire la quiétude des citoyens. Jamais la paix des citoyens ne sera troublée. Les citoyens seront toujours en sécurité tant qu'ils seront sous la gouverne de l'État. Bien, avant de continuer, notons d'abord ce que nous avons ici. On note, l'État n'est pas toujours un arbitre social, point. Il est plutôt, virgule, selon les marxistes, virgule, un instrument de domination, point. Par domination, virgule, on entend l'oppression, virgule, l'assujettissement, point. Je reprends pour la dernière fois. L'État n'est pas toujours un arbitre social, point, il est plutôt, virgule, selon les marxistes, virgule, un instrument de domination, point. Par domination, virgule, on entend l'oppression, l'assujettissement, point. En fait, ici, on veut parler de domination. Domination veut dire le fait ou l'action de dominer. Le fait ou l'action de dominer. De dominer. Dominer, c'est prendre le dessus sur quelqu'un. Dominer, c'est être supérieur à quelqu'un. Dominer, c'est avoir de l'influence positive ou négative sur une personne ou sur quelque chose. Lorsque vous dominez, vous devenez celui qui a l'ascendant sur l'autre. Voilà pourquoi on dit l'État est un instrument de domination. Si l'État est un appareil de domination, si l'État est un instrument de domination, ça veut dire que ceux qui sont les représentants de l'État sont ceux-là qui dominent ceux qu'ils sont censés représenter ou servir, c'est-à-dire les citoyens, le peuple. Mais comment cela est-il possible? Notons d'abord ce que Karl Marx a dit à propos, après nous allons y revenir. On note à la ligne, en effet, virgule, pour Marx, donc pour Marx, en effet pour Marx, virgule, l'État est un organe au service d'une classe, à savoir la classe économiquement dominante. En effet, virgule, pour Marx, virgule, l'État est un organe au service d'une classe, à savoir la classe économiquement dominante. Point. Il n'existe que pour réprimer, mater, dominer et opprimer les faibles afin de préserver les intérêts de cette dernière. Il n'existe que pour réprimer, mater, dominer et opprimer les faibles afin de préserver les intérêts de cette dernière. Point. Par exemple,
l'État esclavagiste est au service des maîtres. L'État féodal au service des seigneurs. Donc, l'État esclavagiste, l'État esclavagiste est au service des maîtres. L'État féodal au service des seigneurs. Virgule, l'État capitaliste au service des bourgeois. Capitaliste au service des bourgeois. Au service des bourgeois. Donc je reprends la phrase. Par exemple, l'État esclavagiste est au service des maîtres, l'État féodal au service des seigneurs et l'État capitaliste au service des bourgeois. Ici, Karl Marx veut nous montrer que l'État ne peut jamais être à la place des citoyens. Pourquoi? Parce que l'État est toujours au service des dominants ou de ceux qui sont aux affaires, de ceux qui détiennent le pouvoir. Et on nous a fait donner un exemple dans l'histoire, en jetant un regard dans l'histoire, que l'État était au service des maîtres, c'est-à-dire les maîtres d'esclaves. Et l'État féodal, donc autant dans le Moyen-Âge, était au service des seigneurs, donc des nobles qui avaient des territoires, qui avaient de la richesse. Et au temps moderne, généralement, à partir du 18e, 19e siècle, nous avons l'État capitaliste qui est au service des bourgeois. Les bourgeois sont les riches hommes qui détiennent les capitaux. L'argent est entre leurs mains. Et donc, vous ne pouvez pas être gouvernant sans être au service des bourgeois ou sans être à la solde de ceux qui gouvernent. Bref, selon Karl Marx, l'État ne peut jamais travailler pour le bien de la collectivité. L'État est toujours l'État de la classe qui domine. L'État est toujours l'État de ceux qui sont forts financièrement, économiquement, socialement, ou ceux qui ont des réseaux, des lobbies d'influence. Bref, selon Karl Marx, l'État est l'État des forts. L'État est l'État de la classe dominante. L'État est l'État des riches. L'État est l'État de ceux qui sont capables d'écraser les autres, de mater les autres, de réprimer les autres. Et le peuple, les citoyens, n'existent que de nom, mais ils ne sont que des marchepieds de ceux qui détiennent le pouvoir. Et Karl Marx vient confirmer ce fait dans ce que nous allons noter. On note, c'est ainsi que Marx affirme, deux points, on ouvre les guillemets. Marx affirme, deux points, on ouvre les guillemets. L'État est le pouvoir organisé d'une classe. L'État est le pouvoir, l'État est le pouvoir organisé, l'État est le pouvoir organisé d'une classe, l'État est le pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression d'une autre, en vue de l'oppression, en vue de l'oppression
en vue de l'oppression d'une autre. En vue de l'oppression d'une autre. L'État est le pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression d'une autre. Et Karl Marx l'a dit dans son livre Le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste. Du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste. Bref, Karl Marx a dit tantôt ce que nous avions expliqué en amont. L'État est le pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression d'une autre. C'est tellement clair que Karl Marx nous montre que l'État est d'abord un pouvoir. Mais un pouvoir qui n'est pas désordonné, un pouvoir bien structuré, un pouvoir qui a une organisation, qui a une hiérarchisation, qui a une administration, qui maîtrise ses coins et ses recoins. L'État est le pouvoir organisé. Donc c'est d'abord un pouvoir bien structuré d'une classe. Donc c'est une classe qui est au pouvoir et qui est bien organisée. Pourquoi? Mais c'est en vue de l'oppression d'une autre. Donc c'est le pouvoir de la classe qui est bien organisée pour opprimer l'autre classe qu'on suppose désorganisée, qu'on suppose n'ayant pas de possibilité de régner. Quelle est cette classe? C'est le peuple. C'est, dans le cadre de Karl Marx, comme il critique sévèrement le pouvoir capitaliste, donc il s'agit des bourgeois qui sont aux affaires. Nous sommes au 19e siècle, début 20e siècle. Donc, ce sont les bourgeois qui sont aux affaires, qui oppriment les prolétaires. Donc, les ouvriers sont les marchepieds de la classe des bourgeois qui détiennent les capitaux. Voilà pourquoi l'État, dans la société capitaliste, dixit Karl Marx, ne sera jamais au service du peuple. Et les ouvriers ne peuvent que travailler pour le bien de la classe dominante, bien qu'étant écrasés par celle-ci. Et ceux qui sont au pouvoir deviennent de plus en plus riches au détriment de la santé et de la paix même des membres de la basse classe, c'est-à-dire des ouvriers ou du peuple, ou encore, dans le langage marxiste, des prolétaires. Mais il ne faut pas oublier un fait. Karl Marx est un philosophe, économiste, journaliste, sociologue allemand du 19e siècle. Il est né en 1818 et mort en 1883. Il est du 19e siècle. Il a écrit beaucoup de livres, dont le plus célèbre est Le Capital, mais qui est plus tourné vers l'économie. Mais il a écrit aussi la critique de la philosophie du droit d'Hegel. Critique de la philosophie du droit de Hegel. Mais il a beaucoup écrit, telle que sa première thèse en philosophie, qui est consacrée à la différence de la philosophie des natures chez Démocrite et chez Épicure, qui a été publiée en 1841. Mais il a écrit d'autres livres tels que Misère de la philosophie en 1847, sans oublier les livres écrits en collaboration avec son disciple et ami Friedrich Engels, tels que La Sainte Famille et l'idéologie allemande. Bref,
au vu de ce que nous avons noté avec Karl Marx, nous comprenons que l'État est réellement au service d'une classe qui domine une autre. Donc l'État est un instrument de domination à partir de Karl Marx. Mais Karl Marx n'est pas le seul à penser ainsi. Il y a son disciple lointain, Lénine, de son vrai nom, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui était un révolutionnaire et homme politique russe, mais qui a laissé aussi des pensées fortes en philosophie. Donc Lénine, et son vrai nom, Vladimir Ilitch, ce sont ses prénoms, Ilitch, et le nom c'est Ulyanov, qui est né en 1870 et mort en 1924. Il est donc du XXe siècle. Il a écrit beaucoup de livres tendant à l'idéologie, à la politique du socialisme et commentant certaines pensées de Karl Marx. Mais, en tout cas, 1924, disais-je en passant, donc 20e siècle, il a écrit beaucoup de livres. Le plus important qui nous intéresse en philosophie, c'est L'État et la Révolution, écrit en 1918. L'État et la Révolution. L'État et la Révolution. Ça, c'est l'un des livres importants de Lénine, mais on peut aussi citer du marxisme au communisme. Bref, que pense Lénine dans ce contexte? Lénine prône la disparition de l'État. Pour Lénine, en fait, il vient corroborer la pensée de Karl Marx, selon laquelle l'État, comme il est au service plutôt de la classe dominante, l'État doit donc disparaître. Pourquoi? Mais parce que l'État favorise les inégalités sociales, les injustices, les complexes, le désordre, les divisions. L'État n'amène pas la paix. À la place de la paix, l'État amène la guerre des consciences, la guerre des individus, la guerre des biens, la guerre d'espace, la guerre même dans le positionnement social. Donc, Lénine vient appuyer les arguments de son maître, Karl Marx. Et que pense-t-il? Il pense en gros que l'État doit disparaître. L'État n'a pas sa raison d'être parce qu'il est source d'inégalité, d'injustice. Bref, l'État rabaisse l'homme. Il faudrait qu'il disparaisse pour que règne à jamais un État où il y a la paix, où il y a l'égalité, comme l'avait prédit son maître Marx, qui pense que l'État doit disparaître parce qu'il est source des divisions, des inégalités, des injustices, pour laisser place à une société parfaite où il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'injustice, une société juste, où il y a l'absence de l'État, où règne la paix, où règne le bonheur, où règne l'équilibre social, où tous les individus sont égaux, contrairement au capitalisme, où les individus gèrent le désordre, les inégalités, les injustices. Et le communisme n'est possible qu'en passant par une étape transitoire qu'on appelle le socialisme, qui est l'étape qui prépare l'avènement de la société parfaite appelée communiste. Notons ce que Lénine nous propose. On va à la ligne. Dans le même sens, virgule, Lénine estime que l'État est né avec l'apparition des classes aux intérêts divergents.
L'État est né avec l'apparition des classes aux intérêts divergents. Point. Il se présente comme une machine monstrueuse qui réprime le peuple, le maintient dans la soumission à travers ses organes de répression. Il se présente comme une machine monstrueuse qui réprime le peuple, le maintient dans la soumission à travers ses organes de répression, comme l'armée, la police, les tribunaux, les services de renseignement, et j'en passe. Mais je reprends pour la bonne réception. Il se présente comme une machine monstrueuse qui réprime le peuple, virgule, le maintient dans la soumission à travers ses organes de répression, comme l'armée, la police, les tribunaux, les services de renseignement et autres. Point. Ce qui lui permet d'écrire, ce qui permet à Lénine d'écrire ce qui suit, ce qui lui permet d'écrire. Deux points. L'État est le produit de la manifestation. L'État est le produit. L'État est le produit de la manifestation. De la manifestation. L'État est le produit de la manifestation. L'État est le produit de la manifestation des antagonismes, des classes inconciliables, des classes inconciliables, inconciliables. Point. L'État surgit là, l'État surgit là, au moment, surgit là, au moment, et dans la mesure, au moment et dans la mesure où, au moment et dans la mesure où, objectivement, les contradictions des classes, les contradictions des classes, l'État surgit là, au moment et dans la mesure où, objectivement, les contradictions des classes ne peuvent être conciliées, ne peuvent être conciliées, ne peuvent être conciliées. Et ça se trouve dans son livre « Du marxisme au communisme ». Du marxisme au communisme. Au communisme. Du marxisme au communisme. En fait, Lénine nous démontre que tant qu'il y aura les classes sociales, les classes économiques aux intérêts opposés, aux intérêts différents, l'État travaillera toujours pour la classe qui domine et finalement, l'État est donc le produit de la manifestation des antagonismes des classes inconciliables, des classes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Et finalement, la naissance de l'État, l'apparition de l'État, la nécessité de l'État s'impose lorsqu'il y a des antagonismes, lorsqu'il y a
des contradictions qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas dépasser entre les deux classes. Et finalement, nous avions ce qui reste. Voilà ce que nous avions noté avec Lénine. Bref, est-ce que les marxistes ont raison en critiquant les théories qui présentent l'État comme arbitre social? Notamment ici, nous avons Spinoza et Hegel qui défendent ces théories. Ils n'ont pas tort, mais parce que l'État présente des failles, des faiblesses qui nécessitent, qui imposent ces critiques. Mais ces critiques sont émises dans l'optique de redresser le fonctionnement de l'État, la nature de l'État, ou encore que l'État puisse recadrer sa façon de faire, ce qui n'est pas facile. Donc Lénine et Karl Marx partagent la même vision. Pour eux, pour que le peuple soit libre, pour que la société soit parfaite ou en équilibre, il faut purement et simplement la disparition de l'État. Suspendre l'État. L'État doit dépérir parce qu'il est source d'assujettissement de la population, d'oppression de la population, d'esclavagisme simplement. Sa domination, c'est l'écrasement, c'est la prison à ciel ouvert pour les citoyens. Mais en dehors de Karl Marx et Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, il y a les anarchistes représentés par Max Stirner et Bakounine qui pensent autrement l'État, qui pensent que la nature de l'État, le rôle de l'État, la valeur de l'État peuvent être comprises à partir de l'aliénation. Qu'est-ce que l'aliénation? Pourquoi disent-ils que l'État n'est qu'un instrument d'aliénation? Ici, aliénation, c'est le fait, l'aliénation, c'est l'action ou le fait. L'action ou le fait d'aliéner. D'aliéner. Or, aliéner, c'est une façon de faire perdre l'identité à quelqu'un ou encore que la personne perde conscience. Lorsqu'on est aliéné, on n'est plus en possession de ses capacités intellectuelles. Bref, on ne jouit plus de sa liberté. On est donc assujetti, on est dominé, on est en position d'esclave. On est aliéné, on est perverti, on est corrompu, on n'est plus soi-même. On vit à l'image d'une autre conscience. Donc, on pense être soi-même. Au fond, nous représentons celui qui nous domine, celui qui nous dirige, celui qui nous captive ou celui qui nous influence. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, ça peut être intellectuellement, ça peut être moralement. Bref, notre comportement est devenu autre que celui qu'il était au départ. Voilà pourquoi on parle d'aliénation. Donc il y a ici l'idée de dépravation, l'idée de corruption, l'idée de dénaturation, l'idée de perte d'identité. Bref, que pensent les anarchistes? Pour les anarchistes, ce qu'il faut privilégier, c'est la liberté du moi ou l'individu. On n'a pas besoin de la pression du groupe social représenté par l'État qui est toujours négatif, qui est toujours là pour réprimer, écraser et faire en sorte que les libertés individuelles disparaissent. Pour Stirner et Bakounine de façon générale, ils n'ont pas, le peuple ou le citoyen n'a pas besoin de maître, n'a pas besoin d'autorité. Il faudrait qu'il y ait l'absence du maître, d'un maître, l'absence d'une autorité pour jouir de sa liberté, même si nous sommes dans une société
qu'on peut appeler l'État. Donc, du coup, pour eux, le mot État est une fiction. L'État doit disparaître parce qu'il enfreint, parce qu'il réprime, parce qu'il étouffe les libertés individuelles. Mais notons, pour gagner du temps, ce qui suit, on va à la ligne. Par ailleurs, virgule, l'État est aussi perçu par les anarchistes comme un instrument anarchiste. Anarchiste. L'État est aussi perçu par les anarchistes comme un instrument d'aliénation. Point. Par aliénation, virgule, on entend la privation des droits, en particulier droit à la liberté. Par aliénation, virgule, on entend la privation des droits, en particulier droit à la liberté. La réflexion de Max Stirner, et de Bakounine vont dans ce sens. La réflexion de Max Stirner et de Bakounine vont dans ce sens. Point. Bien. Qui est Max Stirner? Max Stirner, Max Stirner, de sa vraie identité, Johann Kaspar Schmid, dit Max Stirner. Il est né en 1806 et mort en 1856. C'est donc un philosophe allemand du 19e siècle. Philosophe allemand du 19e siècle. Philosophe allemand du 19e siècle. Philosophe allemand. Il a écrit, entre autres livres, L'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété. C'est même son livre phare. L'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété. Bien, que pense Max Stirner? Pour Max Stirner, l'État doit disparaître parce qu'il rend seulement l'individu esclave. On n'a plus besoin de l'État parce que les libertés individuelles, les droits individuels ne seront jamais garantis avec la présence de l'État. L'État n'est là que pour démolir, pour détruire, pour réduire presque à néant toute capacité de l'individu à s'exprimer, toute capacité de l'individu à jouir de sa liberté. Bref, avec la présence de l'État, l'individu n'est plus conscient, l'individu ressemble à un automate. Il est donc aliéné, il devient autre que lui-même, il devient une personne étrangère à lui-même. Finalement, l'État, selon Max Stirner, doit disparaître. On n'a pas besoin de l'État, seul doit régner la liberté ou les libertés individuelles. Le moi conscient doit primer sur le collectif qui est géré par un pouvoir organisé qu'on appelle l'État. Donc l'État, on n'en a pas besoin. L'État n'est là que pour nous priver de notre liberté, de ne pas jouir de notre vie. Donc notons ceci. Pour Max Stirner, la fonction de l'État consiste seulement à assujettir et aliéner la liberté des citoyens. Point. Consiste seulement à assujettir et aliéner
la liberté du citoyen. Assujettir et aliéner la liberté des citoyens. Son but est de rendre l'individu esclave, moins libre. Point. L'État étouffe la liberté individuelle dans la mesure où il contraint les individus, à agir et à vivre dans les strictes limites fixées par la loi. L'État étouffe la liberté individuelle dans la mesure où il contraint les individus à agir et à vivre dans les strictes limites fixées par la loi. Il devient ainsi un mal radical qui écrase. Il devient ainsi un mal radical qui écrase. Un mal radical qui écrase. Un mal radical qui écrase dresse l'homme qui écrase. Il devient ainsi un mal radical qui écrase, dresse l'homme à l'image d'un animal qui ne doit suivre que les ordres de maître, et non faire sa propre volonté. Il devient ainsi un mal radical qui écrase, dresse l'homme à l'image d'un animal qui ne doit suivre que les ordres de maître ou du maître et non faire sa propre volonté. Ainsi, celui qui veut la liberté et la paix doit être adversaire de l'État. Ainsi, celui qui veut la liberté et la paix doit être adversaire de l'État. Voilà pourquoi Max Stirner écrit. Voilà pourquoi Max Stirner écrit. Deux points, ouvrez les guillemets. L'État n'a jamais eu qu'un seul but. 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 Deux points. Borner, lier, subordonner l'individu, subordonner l'individu, l'assujettir à une quelconque généralité. Et il a écrit dans son livre « L'unique et sa propriété ». L'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété. L'unique et sa propriété. Voilà ce que pense Max Stirner. L'État n'a jamais eu qu'un seul but, borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à une quelconque généralité. Ici, l'État est effectivement un sujet, un instrument, un appareil d'aliénation. L'État n'a jamais eu qu'un seul but. Donc le véritable but de l'État, la véritable finalité de l'État, c'est de limiter, c'est de mettre des limites ou des bornes, c'est de lier, donc emprisonner, embrigader, subordonner l'individu,
Rendre l'individu inférieur à qui? À l'appareil de l'État. Rendre l'individu obéissant. Rendre l'individu esclave de la hiérarchie ou de l'autorité appelée l'État. L'assujettir à une quelconque généralité. Le remplacer par une généralité. Le confondre, le soumettre à une généralité qui est vague. Or, cette généralité vague, c'est quoi? C'est l'illusion que représente l'État, puisque l'État devait être au service de la société, au service du citoyen. Malheureusement, Max Stirner nous dit que l'État n'a qu'une seule finalité, n'a qu'une fin ultime, rendre l'homme esclave. Donc, annihiler carrément la liberté individuelle. Voilà ce que dit Max Stirner, d'où il privilégie la liberté du moi. Le titre de son livre est évocateur. L'unique est sa propriété. L'unique ici quoi? Renvoie au moi. Propriété, son identité. Mais quelle est l'identité du moi? L'identité du moi, c'est d'être toujours libre. Libre dans ses engagements, libre dans ses mouvements, libre dans ses pensées et non obéir à la généralité qui est l'État. Mais Max Stirner n'est pas le seul à penser ainsi. Il y a un autre auteur qui pense comme lui, qu'on nomme Bakounine, qui est aussi un anarchiste. Et Bakounine, qui est-il? Que dit-il de la nature, de la fonction et de la valeur de l'État? Bakounine n'est pas le seul. On pouvait citer aussi Friedrich Nietzsche, mais ici, dans le programme, nous allons mettre surtout l'accent sur Max Stirner et Bakounine. Qui est Bakounine? De son vrai nom, Mikhaïl. Mikhaïl Alexandrovitch. Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine. Bakounine, il est né en 1814, il est mort en 1876. Il est donc du 19e siècle. 19e, c'est un révolutionnaire russe, donc un penseur de la politique russe. Il a écrit, entre autres livres, de la coopération, c'est en 1869 que ce livre a été écrit. Il a écrit aussi la Commune de Paris et la notion d'État. Il a écrit aussi Étatisme et anarchie. Étatisme et anarchie. Étatisme et anarchie en 1873. Et de la coopération a été écrit en 1869.
1869. Bref, Bakounine pense comme son maître, Max Stirner. Que dit-il? Il dit ceci. On note. En outre, Bakounine dit aussi que vivre dans un État, c'est renoncer à sa liberté parce que dans une société organisée, virgule, un individu ne peut agir comme bon lui semble. Point. C'est dire que l'État impose des règles qui sont incompatibles avec la volonté individuelle. Point. Et c'est ainsi qu'il affirme dans son livre Étatisme et anarchie ce qui suit. C'est ainsi qu'il affirme dans son livre Étatisme et anarchie, ce qui suit, 2 points. L'État est un immense cimetière. L'État est un immense. L'État est un immense cimetière. L'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer, l'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations l'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Toutes les manifestations de la vie individuelle. Et c'est dans son livre, comme nous l'avions dit tantôt, Étatisme et anarchie. Étatisme et anarchie. Donc ici, en fait, Bakounine nous rappelle que l'État n'est qu'un lieu où on dépose ce qui n'est plus nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on vient enterrer ici? Un immense cimetière, un tas colossal où on vient enterrer, où on vient déposer toutes les manifestations ou tout ce qui relève des droits et libertés de l'individu, ou encore toutes les manifestations liées à la vie consciente de l'individu. Donc pour Bakounine, c'est clair, l'État, quelle que soit sa forme, doit être annihilé. L'État doit être dissous immédiatement parce qu'avec sa présence, l'individu ne jouira jamais de sa liberté. Donc, on peut se poser la question, en dehors de Bakounine, Stirner, même Nietzsche dira de l'État que l'État est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. Voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Ça, c'est Nietzsche qui le dira. Dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est une façon de dire que pour les anarchistes, l'État n'a pas lieu d'exister, n'a pas sa place dans la vie de l'homme. Parce que l'État n'est là que pour assujettir, écraser, limiter, étouffer
freiner l'émancipation de l'homme. Voilà en gros ce que nous avons dit pour les théories qui pensent que l'État est un instrument d'aliénation. En gros, pour toutes les théories de l'État que nous avions étudiées ici, où on aborde l'État comme arbitre social avec Spinoza et Hegel, ici, nous avons un point de vue positif de l'État, une vision très paradisiaque de l'État, et d'un autre côté, nous avons l'État comme instrument de domination et d'aliénation, expliqué par Marx, Lénine, Stirner et Bakounine, qui nous présente l'État sous un autre jour, l'État dans un sens négatif, l'État avec un caractère destructeur, l'État avec une négativité sans pareil, puisqu'il prône son dépérissement ou sa disparition, son extinction. Bref, on peut se poser la question avant de finir. L'homme a-t-il besoin de l'État? Effectivement, d'après Spinoza et Hegel, l'homme a besoin de l'État pour garantir sa sécurité, sa liberté, son émancipation, mais par contre, avec Marx, Lénine, Stirner et Bakounine, l'État est un mal. Mais de façon globale, l'État représente un mal nécessaire. Et pour nous séparer dans les bonnes conditions, nous devrions avoir un sujet à traiter à la maison pour vérifier si vous avez compris le rôle, la nature, la valeur, le but de l'État présenté à travers les théories de l'État. Voici quelques sujets de réflexion qui nous permettra de mieux comprendre ce que nous avons fait. Sujet de réflexion. Le premier sujet. L'État aliène-t-il l'homme? L'État aliène-t-il le citoyen? L'État aliène-t-il le citoyen? Citoyen ou l'homme? Et le deuxième sujet de réflexion, l'État, peut-on admettre la disparition de l'État? Peut-on admettre la disparition de l'État? Voici les deux sujets à traiter pour bien comprendre ce que nous avons dit concernant les théories de l'État selon ceux qui défendent l'État comme arbitre social et ceux qui soutiennent ou présentent l'État comme un instrument de domination et d'aliénation. Nous avons fini notre cours pour l'instant. Chers candidats, la suite du thème 6 va concerner la définition du pouvoir politique et ses différentes formes d'expression. Cherchez les informations. Bonne préparation. À bientôt. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile.
Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.